marque SmartWiz, qui est notre activité complètement 100% digitale, et Adlink, qui est nos cabinets basés à Aix-en-Provence et au Bagne. Donc, 2 activités d'expertise comptable qui touchent probablement un public un peu différent, ceux qui souhaitent une relation à distance et très digitalisée, et d'autres qui sont dans un mode de fonctionnement plus physique et, on va dire, plus traditionnel. Voilà, donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter un support, je vais afficher un support de présentation à l'écran. Ce support pourra vous être envoyé par mail si vous le souhaitez au terme de la réunion. Et bien sûr, l'objectif, c'est de rendre interactifs nos échanges. Et donc, on va répondre à vos questions si vous en avez. Sont présents dans le cadre de notre webinaire plusieurs membres de nos équipes, donc qui vont pouvoir aussi compléter mon intervention. Donc, on a Joy Nuget, qui est expert comptable. On a Christelle Canipel, qui est notre responsable social, qui peut intervenir en complément d'informations par rapport à ce que je vais vous présenter. Voilà, donc je pense que tout le monde est maintenant connecté et entend. Donc, je vais vous partager mon écran des supports d'information. Donc, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, donc c'est en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place. Ces dispositifs évoluent d'une manière permanente. Donc, on reçoit à peu près tous les 2 ou 3 jours des évolutions de normes et de dispositifs. Et donc, on communique beaucoup sur ces évolutions. On voulait centraliser un petit peu les dispositifs, les synthétiser et pouvoir vous en faire une restitution. Il reste, pour certaines d'entre elles, des zones d'ombre. Pour les nouvelles qui ont été annoncées hier, là, on est juste dans l'annonce politique. Donc, on n'a bien évidemment pas encore de texte à l'appui de ce qui a été annoncé. Et donc, l'idée, c'est de passer en revue les dispositifs existants et de répondre à vos différentes questions. Donc, 2 types d'aides qui sont mis à disposition des entreprises et des chefs d'entreprise. Donc, les aides sociales, donc ça sera le premier volet de cette présentation, et le deuxième volet concernant les aides financières. Donc, sur les aides sociales. Alors, attendez, je vais le mettre en grand. Tac. Voilà, est-ce que vous voyez à l'écran? A priori, oui. OK, super. Donc, un des éléments importants qui a été mis en place par les pouvoirs publics, c'est le dispositif d'activité partielle. Ça, c'est le terme légal, donc le chômage partiel. C'est probablement l'outil qui a été le plus déployé depuis le début de la crise, depuis la crise sanitaire, et avec des règles en la matière qui évoluent et qui risquent encore d'évoluer dans les semaines qui viennent. Donc, le principe du chômage partiel, en fait, on peut dire que le chômage partiel, c'est en quelque sorte une prise en charge par l'État des rémunérations des salariés pour préserver l'emploi. C'est l'outil qui a été retenu pour éviter la casse sociale. Alors, on se rend bien compte que casse sociale, il y aura, mais l'objectif est d'essayer de l'atténuer. C'est ce qu'on appelle parfois, quand on parle des dispositifs français, d'un amortisseur social. Et donc là, on est dans un outil puissant, un outil puissant qui a été à l'échelle de notre cabinet et de nos clients massivement utilisé. Alors, le dispositif, ce qui est compliqué, c'est que on ne fait jamais les choses de manière très simple chez nous, vous le savez. Vous êtes confrontés régulièrement aux arcanes de l'administration, des formulaires et des documents. Et donc, les activités ont été segmentées. Donc, vous avez dû entendre parler des secteurs S1, des secteurs S1 bis, des secteurs S2 et des fermetures administratives. Donc, c'est des termes qu'on va citer dans cette présentation.
c'est important pour chacun d'entre vous de savoir où vous vous situez. Donc, à l'appui de ça, on peut vous faire passer des... Je ne veux pas voir lister individuellement tous les métiers qui rentrent dans chacun des secteurs parce que c'est des listes très complètes. Je vais vous en dire les principaux. Après, à vous d'aller, si vous n'avez pas eu cette info, à vous d'aller vérifier dans quelle catégorie vous êtes. Il y a un trouble un petit peu parfois entre les dispositifs, entre les fermetures administratives, le secteur S1 et S1 bis. Donc, on va essayer de reprendre déjà ces notions avant de rentrer dans le détail des dispositifs. Donc, sur le principe, le secteur S1, ce sont ce qui a été considéré par l'État comme étant les secteurs les plus fortement touchés par la crise sanitaire. Donc, on retrouve dans ce secteur S1 principalement les hôtels, les restaurants, donc restauration rapide et restauration traditionnelle, les activités sportives, le tourisme, l'événementiel, la culture et le transport, notamment le transport aérien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le secteur S1. Et on verra que quand on est dans ce secteur S1, les critères d'éligibilité aux différentes aides sont un peu moins contraignantes que pour d'autres secteurs. C'est-à-dire que quand on est qualifié de S1, on a besoin de répondre à moins d'autres critères qu'un secteur S1 bis ou un secteur S2. Donc, secteur S1, je vous l'ai dit. Le secteur S1 bis, on est dans les secteurs qui sont connexes au secteur S1. Donc, ça veut dire que c'est les activités qui interviennent en support du secteur S1. Et donc, on parle ici du commerce de gros, par exemple. On parle de l'industrie, fabrication de vêtements de travail. On parle des courtiers en assurance de voyage, on parle des conseils en relations publiques, on parle des activités d'agences de publicité, on parle des sociétés d'intérim et on parle des entreprises artisanales qui interviennent sur les foires et salons. Donc la liste est longue, donc je vais pas vous la citer complètement. On a aussi des blanchisseries, on a des activités de commerce de gros, de viande. Donc, on a toute une liste qu'on peut vous faire passer pour voir dans quelle segmentation vous vous trouvez. Donc, S1, donc les activités principalement touchées. S1 bis, les activités connexes. Et le secteur S2, qui sont les autres activités. Alors déjà, une chose qui peut paraître surprenante, c'est que le commerce de détail, dans sa majorité, n'est pas considéré comme secteur S1 ni S1 bis. Il est dans le secteur S2, donc dans les autres activités. Donc, dans un certain nombre de dispositifs, le commerce de détail, par exemple, intervient de manière moins favorable sur les aides au secteur S1 et S1 bis. Par contre, dans le cadre de cette crise sanitaire, le gouvernement a pris des décrets et a décidé la fermeture administrative d'un certain nombre d'activités. Et donc, on a des dispositifs qui sont dédiés aux entreprises fermées administrativement. Donc, quand on prend le commerce de proximité, par exemple, on est dans le secteur S2 qui est le moins favorable en termes d'aide, mais dans les périodes de fermeture administrative, on retrouve des aides qui sont plus favorables. Donc voilà, on doit jongler entre différentes notions. Et donc l'important, c'est en fait, ce qu'on va devoir se poser à chaque fois comme question, c'est est-ce que je suis dans une activité qui est fermée administrativement, oui, non. Est-ce que je suis dans une activité qui est segmentée S1, S1 bis ou S2? Alors, j'essaye de passer, pardon, excusez-moi. Donc, sur le chômage partiel, on rappelle brièvement la règle. Vous l'avez déjà probablement mise en place, mais les règles évoluent. Donc, l'indemnisation des salariés se fait à hauteur de 70% de la rémunération brute. Donc, avec un remboursement. Donc là, on est sur le secteur S1 et S1 bis, plus les fermetures administratives, avec une prise en charge complète par l'État, puisque le remboursement de l'employeur se fait à hauteur de 70% de la rémunération horaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise en charge à 100% par l'État concernant le chômage partiel. Pour les autres secteurs, donc les autres secteurs, c'est les entreprises qui ne sont ni S1, ni S1 bis, ni en fermeture administrative. Donc, on a
une activité de conseil, on a des professions médicales, on a un certain nombre d'activités qui sont en mode dégradé et donc qui ont décidé de mettre, on a par exemple des agences immobilières, des activités comme celle-ci, qui mettent en chômage partiel une partie de leurs salariés parce que l'activité n'est pas bonne, mais ils sont sur le plan légal, pas forcément en fermeture administrative. Et donc, dans ce cas-là, on est toujours sur la même indemnisation des salariés. Donc, le salarié perçoit 70% de son brut. Et par contre, l'employeur va être remboursé à hauteur de 60% et non plus 70%. Donc là, on voit qu'il y a un reste à charge au niveau de l'entreprise. Alors, juste une précision peut-être sémantique, on entend souvent parler du taux de 84%. C'est que le salarié touche en rémunération nette, en fait, 70% de son salaire brut. Et donc, de net à net, ça représente à peu près 84%. Hein, mais sur le plan légal, on parle bien de brut, donc il touche 70% du brut. Alors, je ne sais pas si on a par le chat, si on a des questions ou si on les traite à la fin. Concernant ces exonérations ce chômage partiel, le dispositif donc, se poursuit pendant la période cette nouvelle période de confinement et donc a été réutilisé massivement. Hein. Nous, dans nos clients, on a une utilisation importante du chômage partiel. Attention, on a déjà des contrôles qui s'opèrent sur le chômage partiel et donc on demande aux chefs d'entreprise de pouvoir documenter la réalité du chômage partiel, comment on arrive à prouver que les salariés étaient bien en chômage partiel et pas en fonction. Ils demandent les protocoles et les documents qui ont pu être envoyés aux salariés, donc ça, il faut en avoir possession. Et il faut faire attention, en fait, il y a un élément sur lequel les pouvoirs publics n'ont pas beaucoup insisté, mais le principe en fait du chômage partiel, c'est d'appliquer des règles qui sont homogènes à l'ensemble des salariés. Et on n'est pas censé faire du sur-mesure. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on baisse un horaire collectif, par exemple. On était aux 35 heures, on va dire, je vais passer aux 20 heures et le différentiel sera du chômage partiel. On n'est pas censé dire qu'un salarié est au travail complètement et un autre est complètement au chômage partiel. Si c'est le cas, il faut faire un accord d'entreprise. Et dans bon nombre de cas, ce qu'on identifie, c'est qu'il y a cette application qui est faite sur mesure sans la documentation juridique. Donc, si vous êtes dans ce mode de fonctionnement, il faut être vigilant sur la documentation juridique, puisque le risque, ensuite, c'est de ne pas être dans les critères et donc d'avoir une remise en cause du chômage partiel et des indemnisations qui en sont faites. Donc, le deuxième volet, voilà le focus, je répondrai à vos questions sur le chômage partiel, mais je pense que vous l'avez utilisé. Donc, simplement, ce qu'il faut avoir en tête pour un certain nombre d'entreprises, c'est que l'indemnisation, quand même, sur ce deuxième confinement, et notamment quand on n'est pas en fermeture administrative et qu'on n'est pas en secteur S1 et S1 bis, elle sera moins bonne que ce qu'on a connu au cours de la première période de confinement, puisqu'on avait une indemnisation complète, alors que là, on a une indemnisation qui est presque complète, mais qui ne l'est pas tout à fait. Voilà, le deuxième volet qui a été mis en place au niveau des aides sociales, ce sont les exonérations de cotisations patronales et ce qu'on a appelé ici un crédit de charge ou une aide sur le paiement des charges sociales. Donc, alors il y a ces exonérations de charges sociales, on peut retrouver 4 cas différents. Alors, on va vous reparler de la période de premier confinement, puisqu'on est toujours en train de demander les exonérations de charges pour la première période de confinement. On peut toujours les solliciter, donc c'est pour ça qu'on vous en reparle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Et on a encore des éléments, des informations relativement parcellaires pour la période actuelle, puisqu'on sait qu'on va bénéficier d'exonérations de charges, mais les dispositifs ne sont pas encore ouverts.
Donc, le principe sur ces exonérations de charges sociales, donc c'est déjà, on touche les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, nous, ça concerne la plupart des entreprises qu'on côtoie dans le cadre de notre activité professionnelle. Et donc, on a une période d'exonération qui a été posée pour les périodes entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020. Donc, ça, c'est la première période d'exonération de charges patronales. Donc, ce qu'on nous dit dans le dispositif, c'est que cette exonération de charges, elle s'applique au secteur S1, donc ceux que je vous ai cités tout à l'heure, hein, les activités qui ont été considérées comme étant les principalement touchées, donc hôtellerie, restauration, événementiel, etc. Donc, on vous renverra la liste. Donc là, le fait d'être en secteur S1, donc on bénéficie de ces exonérations de charges sociales. Le secteur S1 bis, on a des critères pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges sociales, on a des critères de perte de chiffre d'affaires sur la période entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Donc, pour pouvoir être éligible aux exonérations de charges sociales, il faut avoir une baisse de chiffre d'affaires de plus de 80% sur ces 2 mois. Voilà, donc ça, c'est l'élément important. Hein. S1, je n'ai pas de critère. S1 bis, j'ai un critère de baisse substantielle du chiffre d'affaires par les exonérations de charges sociales. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est de savoir comment on mesure cette perte de chiffre d'affaires entre 2020 et 2019. Donc, le premier élément de comparaison, c'est on compare le 15 mars 2020, la période 15 mars-15 mai 2020 à la même période en 2019. Et donc, on regarde si le chiffre d'affaires a baissé de plus de 80%. Pour les entreprises qui ont été créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, donc là, on est dans un cas particulier, puisqu'on ne peut pas du coup comparer à date comparable. Et donc, on va faire une moyenne de chiffre d'affaires et on va le ramener sur 2 mois pour vérifier par rapport à 2020 si on a une baisse de 80% de chiffre d'affaires. Il y a une troisième méthode qui est en vigueur. Alors, vous voyez que c'est compliqué. Hein. Donc, on va mesurer en valeur absolue quelle est la perte de chiffre d'affaires donc entre 15 mars 2020 et 15 mai 2020. Et on va regarder si cette baisse de chiffre d'affaires, elle représente au moins 30% de l'intégralité du chiffre d'affaires 2019. Et si c'est le cas, on est éligible. Donc, en fait, quand on n'est pas… L'idée, simplement, ce que vous devez avoir en tête, c'est que quand on regarde de date à date, si on est juste en dessous de 80%, on se dit, mince, je ne vais pas avoir droit à l'exonération de charges sociales. On peut, par une autre méthode qui est autorisée par la loi, essayer de voir si on remplit les critères et pouvoir quand même avoir ces exonérations. Donc, il faut bien s'assurer qu'on a évalué la perte de chiffre d'affaires suivant les différentes méthodes qui nous ont été mises à disposition. Et le cas échéant, on est toujours dans les délais pour pouvoir demander ces exonérations de charges sociales. Comment ? On a une question. Ok. Quelqu'un qui demande si on a repris une entreprise au mois d'octobre 2019 suite à un redressement judiciaire. Donc, ouais. Je ne sais pas si ça s'applique pour la première partie. Sur une reprise d'entreprise, alors ça dépend comment c'est faite comment c'est faite la reprise d'entreprise en fait, puisque soit on est sur un plan de continuation, soit c'est un rachat qui a été fait du fonds de commerce. Et donc là, pour l'instant, nous de notre côté, on a fait des sollicitations, y compris dans ces cas-là. Alors les textes ont leurs limites, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les détails et tous les cas de figure qui sont exposés, mais on considère, nous, qu'on doit pouvoir être éligible à cette exonération de charges, puisqu'il y a bien une base comparable. Donc, on va les comparer avec l'activité qui existait précédemment, et on verra comment se positionnent les caisses sociales. Mais on a un certain nombre de cas comme ça qui sont pas simples et qui sont pas clairement établis. Donc, ce qu'on précise,
Donc, on a parlé du secteur S1 et S1 bis, les exonérations de charges. On a un autre cas de figure, donc pour les entreprises du secteur S2 qui ont moins de 10 salariés et qui ont subi une fermeture administrative. Donc là, on parle… Pardon ? Donc là, on parle essentiellement des commerces, puisque les commerces, souvent, c'est moins de 10 salariés. Ils ont subi une fermeture administrative. Et donc là, on a une exonération qui dure moins longtemps, puisque vous l'avez vu dans le secteur S1 et S1 bis, on a des exonérations de février à mai. Et pour le secteur S2, donc on a des exonérations de février à avril, donc un mois de moins. Alors, quand on rentre dans aucune de ces cases-là, il nous reste donc je serai par exemple dans le secteur S2 avec plus de 10 salariés. Il reste un dernier dispositif qu'on n'a pas mis sur le slide, mais que je vous cite, puisque là, il faut avoir subi une perte de chiffre d'affaires de moins de 50% par rapport à 2019. Et là, on peut demander soit un plan d'appurement de cotisation, soit une remise partielle des dettes. Alors là, c'est un peu au bon vouloir des URSSAF. Aujourd'hui, on est en train de faire ces demandes pour nos clients qui sont dans ce cas de figure. Donc, ça nécessite un recensement, ça nécessite des calculs, d'aller reprendre les périodes de chiffre d'affaires, etc. Et donc, le texte nous dit qu'on peut avoir une remise au maximum de 50% des cotisations. Donc, on n'a pas encore de retour d'expérience puisqu'on est en train de monter ces dossiers. Mais donc, quand on est dans le secteur S2 avec plus de 10 salariés et qu'on a perdu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, pendant la période où on est toujours de mars à mai, on peut essayer d'obtenir donc une remise partielle de dette. Mais dans les textes, ça suppose qu'il reste des dettes. Donc, ce qui est compliqué dans ce dispositif, c'est que tel que c'est écrit, une entreprise qui serait donc dans le secteur S2 avec plus de 10 salariés, qui a perdu 50% de son chiffre d'affaires, mais qui aurait payé toutes ses cotisations sociales, elle ne pourrait pas revendiquer la remise partielle des dettes puisqu'elle n'a plus de dettes. Donc, nous, la position qu'on retient au cabinet, c'est qu'il y a une position qui est assez inégale entre les entreprises et donc cette position nous paraît difficile à maintenir par l'administration. Et donc, on va solliciter des remises de cotisations, non pas de dettes, et on va voir comment se positionnent les URSSAF. Mais la lecture littérale du texte précise que c'est uniquement quand j'ai des dettes. Donc finalement, il y a un espèce de, je ne veux pas dire une prime, mais un avantage à celui qui aurait différé le paiement de ses cotisations par rapport à celui qui a payé directement ses cotisations. Et bien évidemment, cette information n'est pas disponible au moment où on paye les cotisations. Donc, c'est des informations qui évoluent. Et donc, là, on se retrouve dans un système un peu inégal. En plus de l'exonération des cotisations patronales, on a un dispositif complémentaire qui est ce qui est appelé ici dans le slide l'aide au paiement. Donc, alors le libellé est un peu flou, mais il s'agit bien d'une subvention complémentaire qui correspond à 20% des salaires bruts et qui permet d'apurer, le cas échéant, les cotisations qui sont dues. Par contre, aujourd'hui, lorsque on a complètement apuré les cotisations avec ces deux dispositifs, les exonérations de charges et l'aide au paiement, s'il reste des reliquats de cotisations à payer, s'il reste une aide au paiement qui n'a pas été utilisée, on ignore si on va pouvoir la réutiliser sur cette deuxième période de confinement. Voilà, les textes ne sont pas encore clairement établis là-dessus. Donc, mais ce qu'il faut avoir en tête, en tout cas, c'est ce qui est important, donc, c'est de vous assurer. Donc, nous, quand on traite les payes pour nos clients, on fait ce travail, bien évidemment. C'est de s'assurer l'éligibilité des exonérations. Donc, si vous n'en avez pas bénéficié, il est encore temps de le faire. Et si vous ne répondez pas aux critères de baisse de chiffre d'affaires suivant une méthode, il faut aller vérifier dans chacune des méthodes pour voir si, suivant l'une ou l'autre des méthodes, on n'est pas éligible. Voilà. On précise simplement qu'il y a des exclusions d'activités. Donc, ce sont les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et de financement. Voilà. Donc, ça, c'est des activités qui, même si on répond aux critères de baisse de chiffre d'affaires, ne sont pas éligibles aux aides et exonérations.
Alors, on vous a mis ici des points de vigilance que vous devez avoir en tête. Parfois, on confond la notion de fermeture administrative et on parle là, entre parenthèses des professions médicales. Vous avez des professions médicales qui n'ont pas été ouvertes pendant la période de premier confinement, mais ce n'était pas une fermeture administrative, c'était une décision des instances professionnelles, donc des ordres. Ça pouvait être l'ordre des dentistes, ça pouvait être l'ordre des kinésithérapeutes. Et dans ce cas-là, on n'est pas en fermeture administrative, donc on ne répond pas aux critères de la fermeture administrative. Donc donc on ne bénéficie pas des exonérations de charges sociales par principe. Il faut aller vérifier dans quel secteur on se trouve, probablement S2, et aller vérifier si du coup on a eu les pertes de chiffre d'affaires qui permettent d'avoir des exonérations de charges. L'autre élément important, c'est qu'il faut se référer à l'activité principale de l'entreprise. Donc, on a toute une nomenclature avec des codes APE. Enfin, le sujet est très compliqué, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est bien la réalité économique qui prime plus que la référence administrative. Si sur votre cabis, vous avez un code d'activité de restaurateur, mais qu'en pratique, votre activité n'est pas du tout de la restauration, vous ne serez pas éligible aux aides. Donc, il faut aller sur l'activité principale et l'activité réelle. Donc ça, c'est aussi un élément important. On a des cas de figure, où dans une entreprise, on a plusieurs activités. Et donc, on peut avoir une activité de l'entreprise qui est secteur S1, une autre S1 bis, et pourquoi pas une troisième qui serait secteur S2. Là, il faut aller chercher quelle est l'activité dominante. Et c'est l'activité dominante, donc l'activité principale, qui permet de déterminer les aides qui sont éligibles. Alors, on nous précise que dans les autres critères et les points de vigilance, il ne faut pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes. Donc là, si c'était le cas, toutes les aides vous sont refusées. Et de la même façon, on vous précise que notamment pour les exonérations de cotisations patronales, donc on avait un délai, puisque en fait les demandes elles se font au travers de la DSN, les envois de DSN. Donc les DSN, ce sont les envois qui sont faits au terme des périodes de paye. On avait un délai jusqu'au 31 octobre, mais qui a été décalé à la DSN de décembre, donc qui sera produite le 5 ou 15 janvier 2021. Donc, c'est pour ça qu'on refait un focus important là-dessus, parce qu'on a le sentiment que autant le chômage partiel a été utilisé massivement, autant les exonérations de charges sociales, et notamment lorsque les payes sont faites par les entreprises elles-mêmes, parfois on passe à côté. Donc voilà, nous on joue un rôle d'alerte auprès de nos clients sur ce sujet, mais pour tous, vous devez être vigilants et ne pas louper des exonérations qui vous sont peut-être autorisés. Voilà, donc ce qu'on précise aussi là dans le slide, c'est ici, donc c'est que si vous n'êtes pas concerné par ce dispositif, donc c'est le point S2, plus de 10 salariés finalement, ce que je vous ai dit, c'est que dès lors qu'on a perdu 50% de chiffre d'affaires, on peut demander une remise de cotisation jusqu'à 50%. Voilà, et donc on a la possibilité d'un plan d'appurement sur 3 ans des cotisations restantes dues. Donc la difficulté après, la difficulté, ça sera effectivement de faire face à ces dettes. Dès lors qu'on a des exonérations, là c'est des subventions. Par contre, les étalements, ça nous donne une bouffée d'oxygène, mais ça reste des dettes. Alors on a ici et là des commentaires qui disent qu'à un moment donné, ces cotisations seront purement effacées. Alors, elles peuvent donc l'être partiellement quand on a cette perte de chiffre d'affaires de 50%. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas dans les projets, dans les instructions qu'on reçoit. Donc, ça peut évoluer parce qu'on est face à des entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. Mais on a entendu ça également sur les prêts garantis d'État, mais aujourd'hui, sur le plan légal, c'est pas le cas. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les aides sociales. Donc deux principaux vecteurs, donc le chômage partiel. Donc encore une fois, une aide très puissante, mais il faut pas en abuser.
il faut vraiment le faire dans les bonnes conditions parce qu'on voit le volume des contrôles augmenter. Et nous, les premières expériences qu'on a, on ne nous demande pas simplement d'avoir envoyé un mail à un salarié pour dire qu'il était en chômage partiel. On nous demande de démontrer qu'il n'y a pas d'activité, on nous demande de se justifier pourquoi on ne peut pas faire télétravail. Voilà, on a une administration qui est intrusive et qui, on voit, va essayer de remettre en cause un certain nombre de dispositifs. Voilà. Juste pour mémoire, hein, l'infraction au chômage partiel, c'est des infractions pénales. Hein, si on considère que, alors pas l'erreur, mais si on considère qu'il y a eu fraude, on est dans du pénal. Donc, il faut être très vigilant sur ces dispositifs. On a des questions, Cécile ou... N'hésitez pas, hein, la matière est dense et elle peut être complexe. Donc, si vous voulez qu'on revienne sur des thématiques, alors on n'aura pas forcément les réponses immédiates à vos questions quand on est vraiment dans la particularité, parce que ça nécessite de retourner dans les textes, mais on peut prendre aussi note de questions et vous répondre après coup. Un deuxième volet qui concerne les TNS. Donc, les TNS, ce sont les travailleurs non salariés. Donc, on parle principalement de ceux qui sont gérants majoritaires dans des structures SARL, hein, puisque le dirigeant d'une SAS a un statut social de salarié. Donc, il n'est pas concerné par le dispositif qu'on va vous présenter ici. Ici, on parle bien des travailleurs non salariés, donc gérants majoritaires de SARL, gérants de URL ou indépendants. Donc, indépendants, c'est artisans, commerçants, profession libérale. Donc, on a un dispositif qui a été mis en place qui s'appelle l'aide financière exceptionnelle AFE Covid. Donc, on a toujours des noms de code un petit peu compliqués. Donc, c'est un dispositif là qui ne concerne plus l'entreprise, mais qui concerne le TNS, donc le professionnel. Et donc, on a une aide financière qui peut être octroyée donc, de 1 000 € si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, ou 500 € si vous êtes auto-entrepreneur. Donc, les entrepreneurs sont concernés. Et là, on est uniquement dans le cadre d'une fermeture administrative totale. En sachant que est considéré comme fermeture administrative totale, par exemple, les commerces qui font du click and collect. Hein, leur activité principale est en fermeture administrative, donc le fait de faire du click and collect ne remet pas en cause l'éligibilité de cette aide. Par contre, de la même façon, une profession médicale qui serait fermée, alors je crois que c'est moins le cas sur cette deuxième période de confinement, mais une profession médicale qui serait fermée sur instruction d'ordre professionnel, elle n'est pas en fermeture administrative. Donc, les critères pour bénéficier de cette aide, donc on l'a dit, le plus important, c'est d'être en fermeture administrative. Et les conditions à remplir. Donc, il faut être affilié en tant que travailleur non salarié avant le 1er janvier 2020. Il fallait, avant les périodes de crise, être à jour de ses cotisations et ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de recouvrement forcé. Hein, donc, huissier, taxation d'office. Donc, les montants de l'aide, 1 000 € donc, pour artisans, commerçants, profession libérale et 500 € pour les auto-entrepreneurs. Attention, donc aujourd'hui, on est le 24 ou le 25, je ne sais plus, 25 novembre. Les formulaires doivent être remplis pour le 30 novembre. Et pour l'instant, on n'a pas d'extension de ce délai. Donc, si vous êtes éligible, alors nous, de la même façon, au cabinet, on monte ce dispositif pour les clients qu'on a identifiés. Mais si vous n'êtes pas accompagné par un expert comptable, si vous faites les formalités vous-même, attention, un deadline au 30 novembre. Hein, donc, voilà, si vous avez des co-gérants, c'est un montant par personne là. Hein, donc, 2 co-gérants, c'est 1 000 € chacun. Dans cette période de vache maigre, on va dire, c'est utile et nécessaire de le solliciter. Voilà, donc il y a un formulaire qui est assez simple à remplir. De la même façon, ceux qui le souhaitent, on peut leur envoyer. Il y a une attestation sur l'honneur, comme quoi on est bien en fermeture administrative totale. Excuse-moi, Guillaume, je peux te poser une question ? Oui. Oui. Moi, je suis concernée en tant qu'auto-entrepreneur et je suis au niveau des entretiens corporels. Et donc, j'ai été concernée par la fermeture administrative. Donc, c'est-à-dire que par rapport si j'ai bien compris, par rapport au premier confinement, au lieu d'avoir une aide de 1 500, on passe à 500.
Alors là, on parle, c'est un autre dispositif, ça, les 1500 euros. On va le voir, on va le voir après. C'est le fonds de solidarité. Je pense que tu fais référence au fonds de solidarité. Ouais, tout à fait. Parce que le fonds de solidarité, c'est les aides de 1500 euros qui ont été portées pour certaines activités à 10 000 euros. Là, c'est une autre aide qui n'est pas au niveau de l'entreprise, mais au niveau du professionnel. Alors, effectivement, quand on est entrepreneur, les statuts se confondent, mais on peut cumuler les aides. D'accord, ok. Donc, on peut bénéficier du fonds de solidarité plus de cette aide financière Covid. Très bien, d'accord, merci. Je vous en prie. Il y avait une question. Est-ce que ça concerne les personnes qui ont fermé mais qui font du drive et de la vente à emporter? Alors là, de la même façon, la notion de fermeture administrative dans les dispositifs, on ne tient pas compte du click and collect ou du drive. Donc, c'est-à-dire qu'on a un décret qui précise les activités fermées administrativement. En fait, plus précisément, le décret est un peu fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on ferme administrativement les activités recevant du public et par différence, on cite ceux qui peuvent rester ouverts. Donc, les activités qui sont les activités de commerce, par exemple, qui sont fermées administrativement mais qui font du click and collect, sont éligibles à cette aide. On n'est pas rentré dans ce niveau de détail là non plus, mais quand on parle, on le verra après pour le fonds de solidarité. De la même façon, quand on a des critères de baisse de chiffre d'affaires, on ne tient pas compte du chiffre d'affaires click and collect. Donc, c'est-à-dire que c'est une mesure favorable. On considère que là, c'est un peu le plan, entre guillemets, des merdes. On fait tous comme on peut. Donc, ce chiffre d'affaires click and collect, on n'en tient pas compte pour mesurer si j'ai bien perdu 50 ou 80% de mon chiffre d'affaires. Il y a une dernière question. À ce jour, nous sommes fournisseurs de sociétés qui ont été fermées administrativement. Comment devons-nous considérer cette notion forte de fermeture administrative quant à la possibilité de bénéficier de ces aides? Alors, je ne sais pas quelle activité vous avez. Nous, on a le cas au cabinet de l'activité de grossiste. Voilà. On a des grossistes qui travaillent pour des grossistes dans l'habillement, par exemple, donc qui travaillent pour les commerces et tous les commerces sont fermés. Si on prend et donc un grossiste, il est dans le secteur S1 bis, il n'est pas considéré comme fermeture administrative. Donc, puisqu'il peut continuer à travailler, alors il peut pas recevoir du public, mais son activité, comme c'est pas un commerce en recevant du privé, il peut fonctionner. Et donc, on considère, quand on dit on considère, c'est les pouvoirs publics considèrent qu'on n'est pas en fermeture administrative et donc on n'est pas éligible à cette partie-là de l'indemnité travailleur non salarié. La position qu'on a retenue, nous, sur nos clients qui sont concernés, donc grossistes pour un secteur complètement fermé, on remplit le formulaire. On indique qu'on est un professionnel du commerce, de l'habillement ou de je ne sais quoi, et on verra comment se positionne l'administration. Mais à la lecture intégrale des textes, on n'en bénéficie pas, en fait. Donc, voilà le point sur les travailleurs non salariés. On va parler maintenant des aides financières et donc là, ça va recouper la question sur le fonds de solidarité, puisque c'est un dispositif qui a été mis en place lors du premier confinement et qui a évolué de manière relativement substantielle depuis fin octobre, qui est quand même beaucoup plus favorable. Donc, on rappelle que on a plusieurs dates sur le fonds de solidarité. Donc, on a tout d'abord jusqu'à septembre 2020. On a un dispositif qui concerne, parce qu'on a des règles différentes chaque mois. Autrement, ça serait pas rigolo. Donc, tous les mois, on change de règles. Donc là, on a une première période, juillet à septembre. Et donc là, on est dans la poursuite de l'ancien dispositif. Où on a une aide qui peut aller jusqu'à 1 500 € par mois. On est avec une augmentation, mais je ne pense pas qu'il y ait de gérants de discothèque dans les personnes qui sont connectées. Il y a simplement une augmentation du seuil à 10 000 € pour les discothèques.
Donc là, les critères sur ces mois de septembre, donc vous les avez à l'écran, hein, vous les avez ici. Donc c'est avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public ou avoir subi une baisse de chiffre d'affaires de moins 50%, d'exercer principalement dans les secteurs S1, donc c'est les secteurs particulièrement touchés, ou appartenir à des secteurs dépendants du S1 bis, hein, donc c'est les activités connexes. Donc grossiste, on est S1 bis. Et avoir subi une perte de chiffre d'affaires de moins 80%. Donc vous voyez, quand on est S1 bis, ce n'est pas suffisant. Il faut être S1 bis et avoir perdu au moins 80% du chiffre d'affaires. Donc avoir 20 salariés au maximum, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, et l'aide sera égale à la perte de chiffre d'affaires, donc dans la limite du seuil de 2 500 euros. Alors, nous, on a eu beaucoup de clients exclus sur la première période de confinement pour cette aide, parce que dans ce dispositif, il est précisé que quand la société était contrôlée par une autre société, on n'était pas éligible. Et donc, dès lors qu'on a une société holding, et c'est le cas pour pas mal de nos clients, on sortait du dispositif. Donc, c'est encore le cas sur le mois de septembre. La bonne nouvelle, c'est que dans le nouveau dispositif qu'on va voir après, ce critère a été supprimé. Donc, maintenant, on raisonne entre guillemets en consolidé, mais le fait d'être détenu par une société holding n'est plus un critère excluant, parce que dans la plupart des cas, on a des structures holding, mais qui ne sont pas des multinationales particulièrement riches. Donc, ça n'avait pas de sens, ce critère n'avait pas de sens, mais malheureusement, on était contraint par ce secteur. Donc, sur le mois de septembre, vous voyez, on est encore dans des critères qui sont assez exclusifs et avec un montant d'indemnisation qui est de 1 500 euros, sauf pour les discothèques. Voilà. Sur le mois d'octobre, ça se complexifie un petit peu. Donc là, on parle des entreprises qui ont moins de 50 salariés créées avant le 30 septembre 2020. Et donc, on a, pour le mois d'octobre, on a une indemnisation qui est chiffrée par jour, 333 euros par jour. Donc, en fait, quand on fait 333 euros sur un mois complet, on retombe aux 10 000 euros. Donc là, on est dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés sur le mois d'octobre qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Les principales fermetures administratives, elles sont quand même intervenues plutôt sur le mois de novembre que sur le mois d'octobre. Donc, il faut regarder si on remplit ces critères-là. Donc, si on est en fermeture administrative, on n'a pas d'autres critères. On a une indemnisation de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public. Un restaurant, par exemple, au mois d'octobre, il n'était pas, sauf sur les derniers jours, il n'était pas en fermeture administrative. Il était en zone de couvre-feu, qui est encore un autre sujet. Il était non autorisé sur des amplitudes horaires, mais pas sur toute la période. Donc, premier cas de figure, je suis en fermeture administrative, donc j'ai droit au titre du mois d'octobre à 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public. Deuxième cas de figure, je ne suis pas en fermeture administrative, mais mon entreprise se situe dans une zone qui a été portée en couvre-feu. Donc, la plupart des entreprises en région PACA, puisque la région PACA a été considérée comme zone de couvre-feu, on rentre dans ce dispositif. Là, on ne parle pas de date, hein, c'est si sur le mois d'octobre, on est en zone de couvre-feu. Donc, lorsqu'on est en zone de couvre-feu, si l'entreprise a perdu plus de 50% de chiffre d'affaires, 3 cas de figure, je suis en secteur S1. Donc, je peux avoir 10 000 euros maximum d'indemnisation. Donc, c'est la perte de mon chiffre d'affaires plafonnée à 10 000 euros. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, en fait. Je suis indemnisé à chaque fois de ma perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Donc là, les critères, il faut que je sois en zone de couvre-feu, je ne suis pas en fermeture administrative et j'ai perdu plus de 50% du chiffre d'affaires. Et je suis dans le secteur S1. Si je suis en secteur S1 bis, j'ai le droit de la même façon à un plafond de 10 000 euros, mais l'indemnisation, ce n'est plus ma perte de chiffre d'affaires, mais c'est 80%, non, pardon, c'est la même règle, pardon, je m'en mêle les pinceaux, c'est jusqu'à 10 000 euros, mais là, on vient regarder la première période de confinement, donc celle du 15 mars au 15 mai, et il faut que sur cette première période de confinement, on ait perdu au moins 80% du chiffre d'affaires.
Donc, vous voyez toute la puissance de la réflexion administrative quand même. Hein. On est, nous, admiratifs à chaque fois qu'on voit ce genre de texte, parce que c'est juste très compliqué. C'est-à-dire que quand on a une entreprise, on reprend, puisqu'il semble qu'il y a un grossiste connecté, on va aller voir si vous êtes grossiste, vous allez devoir aller vérifier. Donc, est-ce que vous avez perdu plus de 50% de chiffre d'affaires au mois d'octobre, si vous êtes en zone de couvre-feu? Donc, oui, j'ai perdu plus de 50% de chiffre d'affaires. Alors, vous dites, ah, c'est bien, je vais pouvoir être indemnisé, mais vous ne pouvez l'être que si vous avez perdu 80% de chiffre d'affaires pendant la première période de confinement. On ne voit pas quelle est la logique, mais c'est la logique publique. Voilà, donc, secteur S1 bis, donc il faut avoir 80% de perte de chiffre d'affaires au premier confinement. Et quand on est hors secteur, là, l'aide, elle est plafonnée à 1 500 € et pas à 10 000 €. Sur le tableau ici, on est pour les entreprises qui sont hors zone de couvre-feu. Donc jusque-là, c'était un peu trop simple. Donc pour les entreprises hors zone de couvre-feu, on a redivisé, on a redémultiplié les cas de figure. Donc on a des pertes de chiffre d'affaires donc sur le mois d'octobre qui sont compris entre 50 et 70% du chiffre d'affaires et des pertes supérieures à 70% du chiffre d'affaires. Et donc à l'intérieur, alors je ne sais pas si dans les personnes qui sont connectées, on a des entreprises qui n'étaient pas en zone de couvre-feu au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous pouvez, parce qu'autrement, je ne rentre pas dans le détail de ce dispositif. Nous, par exemple, on en a très peu. Non, aérosculpture. D'accord. OK. Donc, quand on est hors zone de couvre-feu, donc on est dans le secteur S1. Donc, si j'ai une perte de chiffre d'affaires sur le mois de novembre, compris entre 50 et 70% du chiffre d'affaires, j'ai une aide qui est égale à la perte de chiffre d'affaires limitée à 1 500 €. Donc, on voit que là, quand on n'est pas en zone de couvre-feu, l'indemnisation est beaucoup plus basse, ce qui est quand même étonnant parce que si mon activité s'est dégradée dans les mêmes proportions, on ne voit pas pourquoi il y a cette inégalité de traitement, mais encore une fois, c'est les dispositions qui sont comme ça. Et pour le secteur S1 bis, on peut avoir jusqu'à 1 500 € et non pas 10 000 € si, lors de la période de premier confinement, j'ai perdu au moins 80% de mon chiffre d'affaires. Par contre, hors zone de couvre-feu, si l'entreprise a perdu plus de 70% de son chiffre d'affaires et qu'on se situe en secteur S1, alors mon indemnisation, elle est égale à la perte de mon chiffre d'affaires dans la limite de 60% du chiffre d'affaires mensuel, plafonné à 10 000 €. Donc, ouais, c'est pas simple, hein. C'est-à-dire que vous avez perdu 10 000 € de chiffre d'affaires. Là, vous n'allez pas être indemnisé à hauteur de 10 000 €, vous allez être indemnisé à 60% de 10 000 €, puisque dans ce cas de figure, c'est dans la limite de 60% du chiffre d'affaires. Voilà, donc on voit qu'il faut vraiment regarder. Donc nous, c'est le travail qu'on fait au cabinet, qui est un travail de minutie, parce qu'on doit, client par client, aller rechercher les chiffres d'affaires des mois concernés, éventuellement des jours concernés, les calculer suivant 2 ou 3 méthodes, aller vérifier s'ils sont en couvre-feu ou pas en zone de couvre-feu, et ensuite, sur le mois concerné, voir quel est le montant de perte de chiffre d'affaires entre 50 et 70, plus de 70, pour voir quelles sont les aides possibles. Voilà, l'idée là dans cette présentation, c'est que vous ayez en tête, vous n'allez pas retenir tous les critères, mais c'est déjà de pister, de dire voilà, moi je pense pouvoir être là. Dans un deuxième temps, je vais aller vérifier si effectivement je réponds aux critères. C'est d'avoir déjà une première alerte, de dire peut-être que je peux être éligible, je vais aller vérifier ensuite si je réponds aux critères. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Donc, pour le mois de novembre, si on essaye de reposer les choses calmement, c'est le mois qui va concerner le plus d'entreprises. En réalité, sur septembre et octobre, on touche un public un peu plus restreint. Et au mois de novembre, comme on est rentré dans cette nouvelle période de confinement, on est dans un spectre beaucoup plus large, puisqu'on a beaucoup d'activités qui sont fermées ou des activités qui sont fortement dégradées. Donc, premier élément, je suis en fermeture administrative. Donc, mon aide est égale à la perte de mon chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Donc là, je suis en fermeture administrative, la règle est assez claire. Je regarde quel chiffre d'affaires j'ai perdu et on va me l'indemniser à hauteur de 10 000 €.
Donc, fermeture administrative. Donc, encore une fois, même si vous faites du click and collect, si vous êtes un commerçant, par exemple, vous êtes en fermeture administrative. Hors fermeture administrative, donc on n'est pas en fermeture administrative, alors il faut avoir perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires sur le mois de novembre. Donc, est-ce que j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires? Si je n'ai pas perdu 50% de chiffre d'affaires, ben, on peut dire tout de suite qu'il n'y a pas d'aide. Si j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires, je viens voir dans quel secteur je suis. Donc, le secteur S1, on va m'indemniser 100% de ma perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros. Donc, je suis dans le même cas que les fermetures administratives. Dans le secteur S1 bis, on va venir m'indemniser 80% de la perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros si j'ai perdu 80% de chiffre d'affaires pendant le premier confinement. Donc là encore, S1 bis, on vient toujours revoir ce qui s'est passé au mois de mars. On demandera ultérieurement pourquoi il fallait faire ça, mais là, on nous dit de le faire. Donc, voilà. Et vous n'êtes plus indemnisé sur 100% de la perte de chiffre d'affaires, vous êtes indemnisé que sur 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez perdu 10 000 euros de chiffre d'affaires, on part du principe que vous avez perdu plus de 80% au premier confinement. Vous perdez 10 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de novembre et ça représente plus de 50% de votre chiffre d'affaires. Quand on est dans le secteur S1 bis, je ne vais pas être indemnisé de 10 000 euros, je vais être indemnisé de 8 000 euros. Voilà, puisque je prends 80% de cette perte. Sur les secteurs, donc hors secteur S1, S1 bis, donc moi ce que j'ai appelé tout à l'heure S2, et là, donc, je suis hors fermeture administrative, j'ai une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% du chiffre d'affaires. Je ne suis ni S1 ni S1 bis, donc je suis hors secteur. Et là, je peux avoir une indemnisation qui correspond à ma perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Voilà. Et là, on vous reprécise que si votre chiffre d'affaires ne s'est pas dégradé de plus de 50%, donc si la perte est inférieure à 50%, il n'y a pas d'aide. Voilà, donc ça, je ne devrais pas vous le dire, mais le suivi de votre chiffre d'affaires, il est aussi important, quoi. Je veux dire, la centaine d'euros supplémentaires, s'il n'y a que ça, elle peut vous coûter cher. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut faire du refus de vente, mais à un moment donné, il faut suivre ce qui se passe quand même. Une question. Est-ce que c'est une perte de 50% par rapport au même mois de 2019 ou par rapport au mois précédent? C'est par rapport au même mois de 2019, avec la même règle de fonctionnement que tout à l'heure, où on peut faire soit une moyenne de l'année, soit le mois précis. Donc voilà, le fonds de solidarité, donc ça c'est un élément. Alors, sur le mois de novembre, là, ce que je viens de vous citer, on ne peut pas encore faire des demandes, hein, puisqu'il faut que le mois soit clôturé. Mais donc simplement pour ceux qui sont en fin de mois, là, pilotez votre chiffre d'affaires. Hein, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Regardez votre chiffre d'affaires si vous êtes à la frontière. Il faut essayer d'être agile et de rester dans les limites qui permettent d'être indemnisé. Parce que ça, c'est tout le côté vicieux des règles qu'on a souvent dans la réglementation française. C'est-à-dire que 1 euro de chiffre d'affaires supplémentaire peut vous faire perdre 10 000 euros. Hein, je caricature, mais on pourrait être dans ce cas-là. C'est-à-dire que si, parce que j'ai facturé, je ne suis plus à 50% de perte de chiffre d'affaires, mais je suis à 49,9, c'est tout ça qui s'échappe, quoi, hein. Alors que la situation elle est exactement la même. Vous êtes dans la même difficulté. Donc, voilà. Nous, on ne l'a pas rencontré encore, ce cas de figure où on était juste à la frontière, mais soyez vigilants. Donc, sur le fonds de solidarité, voilà ce qu'on pouvait dire. Hein. Donc, en synthèse, donc, le mois de septembre, donc 3 règles différentes, septembre, octobre, novembre. Donc, sur le mois de septembre, on reste sur les vieilles règles. Donc, c'est plafonné à 1 500 euros et on a beaucoup de critères d'exclusion, notamment je suis détenu par une holding. Voilà, donc on est sur des indemnisations plus faibles. Sur le mois d'octobre, on peut être sur des indemnisations plus élevées, mais ça concerne moins d'entreprises puisqu'on n'était pas en période de confinement. Et là, la vraie sollicitation, elle va se faire massivement sur le mois de novembre, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui sont fermées administrativement ou qui sont en fonctionnement particulièrement dégradé. On vous a fait un focus aussi sur un outil qui a été massivement utilisé, enfin en tout cas nous
on l'a beaucoup prescrit et beaucoup conseillé, qui est le prêt garanti par l'État. Alors là, on n'est pas dans les mêmes dispositions, hein, parce qu'on parle de dette, hein, c'est des emprunts. Alors simplement, le dispositif, il est prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Donc ça veut dire qu'on est, pour tous ceux qui n'ont pas jugé nécessaire de le solliciter, il n'est pas trop tard. On peut solliciter un prêt garanti d'État. On vous rappelle que la règle de ce prêt garanti d'État, c'était la possibilité de souscrire un emprunt qui correspond à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Et donc, ce dispositif a été modifié. Donc là, vous le voyez, dans les critères. Maintenant, on ne prend plus forcément 25% du chiffre d'affaires. On peut prendre 3 des meilleurs mois de l'année. Donc, ça veut dire que le montant du prêt peut être plus élevé que 25% du chiffre d'affaires. On rappelle le mécanisme du prêt garanti d'État. Donc, vous souscrivez un prêt. L'idée, c'est de consolider sa trésorerie pendant cette période de vache maigre. On a une période de 12 mois dans laquelle on a un différé de remboursement. Et au terme des 12 mois, on décide soit de rembourser par anticipation ce prêt garanti d'État, soit de l'amortir sur une durée comprise entre 1 et 5 ans. Avec, sur cette période-là, des taux d'intérêt qui vont osciller entre 1 et 2,5% en fonction de la durée de remboursement. Si vous choisissez entre 1 et 2 ans de remboursement, vous serez sur des taux bas. Si vous choisissez 4 ou 5 ans, vous serez sur des taux plus élevés. Le taux intègre la garantie de l'État, puisque en fait, les banques sont massivement garanties par l'État dans ces prêts garantis. C'est ça le concept, c'est que c'est les banques qui prêtent, mais en fait, c'est l'État qui supporte le risque à hauteur de 90%. Donc, dans les nouvelles mesures qui ont été postées, on peut demander un nouveau différé de remboursement. Donc là, sur les prêts qui ont déjà été souscrits dans la première période de confinement, on peut demander que le différé total soit sur 2 ans et non plus 1 an. Donc, on rajoute une année de différé. Attention, ça ne rajoute pas 1 an au dispositif. Ça veut dire qu'on va rembourser plus de mensualités sur les années, sur la période de remboursement. La durée totale reste la même, mais simplement, au lieu de rembourser sur 5 ans, si j'avais choisi 5 ans, je vais avoir 1 an de différé et le total de l'emprunt sera remboursé sur 4 ans. Voilà, donc on a vu des refus de PGE, on a eu un certain nombre de cas de... Alors, on a des pratiques très différentes d'une banque à l'autre. On a des réseaux bancaires qui n'ont pas demandé beaucoup d'informations. Ils ont pris les liasses fiscales de l'année précédente, 25% du chiffre d'affaires, OK PGE. C'est quand même pas la norme. La norme, ça a été de nous demander des prévisionnels d'activité et des prévisionnels de trésorerie pour pouvoir démontrer quelles étaient nos hypothèses de reprise d'activité quand on serait hors confinement et surtout quelle serait la capacité de l'entreprise à rembourser ses emprunts. Et des cas plus compliqués où on a eu, malgré tout ça, des demandes de situation, d'arrêté de situation comptable et malgré ces productions prévisionnelles situation, certains refus. Donc, globalement peu, mais on a certaines entreprises qui n'ont pas été accompagnées. Il y a un premier dispositif quand on n'arrive pas à avoir les PGE, c'est qu'on peut solliciter le médiateur du crédit. Donc, le médiateur du crédit, il avait été mis en place, je ne sais plus à quelles occasions, il y a quelques années. Et donc, c'est une personne qui fait l'office d'un médiateur entre la banque et vous. Et donc, nous, on l'a sollicité à plusieurs reprises. Ça permet d'aboutir, ça permet d'obtenir, alors pas forcément les montants demandés, mais ça permet de débloquer les situations. La banque n'est plus dans son seul pouvoir souverain, elle a un peu à se justifier, même si c'est consultatif, elle a à se justifier auprès du médiateur du crédit. Et donc, ça débloque des solutions. Et l'État a mis aussi en place des prêts directs de l'État lorsque, malgré tout ça, il y avait des refus de PGE. Donc, on peut solliciter jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés et jusqu'à 50 000 euros pour les entreprises de 10 à 49 salariés directement auprès de l'État. Mais donc, il faut justifier du refus d'un PGE par la banque et d'une sollicitation qui n'a pas abouti auprès du médiateur du crédit. Voilà, donc c'est vraiment le plan de dernier recours. On ne cite pas BPI aussi, qui a des dispositifs de prêt rebond, un certain nombre de dispositifs complémentaires qu'on peut solliciter le cas échéant. Alors nous, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas,
ces PGE ont été souscrits lors de la première période de confinement, que globalement, on a demandé plus que ce qu'on avait besoin par précaution. Et donc aujourd'hui, on a quand même peu de cas de figure où on redemande des compléments. Maintenant, encore une fois, on vous le précise parce qu'on peut le faire. Si c'est nécessaire, on peut le faire. Avec une difficulté, c'est qu'on est sur de l'endettement. Hein. Donc, on parlait de mur de la dette. On est dans des entreprises qui, si elles l'ont consommé, vont devoir trouver la rentabilité qui permette de rembourser ces emprunts. Voilà, on peut solliciter également des plans de règlement des dettes fiscales. Donc, c'est ce que vous voyez sur ce slide. Donc là, on peut solliciter des demandes d'étalement pour les dettes fiscales qui seraient impayées à hauteur de 12,24. Et là, ils ont autorisé de le faire jusqu'à 36 mois. Et on précise que quand c'est inférieur à 12 mois, l'entreprise n'a pas à fournir de garantie. A contrario, ça veut dire que quand on demande des étalements sur 24 ou 36 mois, l'administration fiscale demande des garanties qui peuvent être des cautions bancaires du dirigeant, un nantissement sur un compte de placement, etc. Et donc, ces demandes de plan de règlement de dette fiscale, elles doivent être opérées auprès de la DGFiP et on a jusqu'au 31 décembre 2020 pour le faire. On a aussi un dispositif qui permet de reporter le paiement de la CFE. Hein, donc, l'échéance, je vous rappelle, la CFE, c'est la contribution foncière des entreprises. Donc, cette CFE, elle a une échéance normalement qui est le 15 décembre et on a une possibilité de report de 3 mois. Donc là, de la même façon, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut en faire la démarche. Donc, ça concerne les entreprises qui subissent des restrictions d'activité pour des motifs sanitaires. Donc, sur le mois de novembre, c'est beaucoup d'entreprises. Et donc là, la demande, elle se fait auprès du SIE. Donc là, de la même façon, c'est 30 novembre, donc il reste quelques jours pour le faire. Et on peut arrêter le prélèvement directement sur l'espace impôt.gouv. Donc voilà, voilà les dispositifs qui sont mis en place sur le plan fiscal. Alors là, on vous précise un élément, il y a une subvention qui existe qui s'appelle Prévention Covid. Elle concerne les TPE et PME qui ont moins de 50 salariés. Et le but, c'est d'accompagner le financement pour les investissements qui permettent d'isoler le poste de travail des salariés. Donc, il y a beaucoup d'activités où il y a des parois transparentes qui ont été mises, un certain nombre de dispositifs. Donc, des installations permettant le respect des distances de sécurité, les dépenses de masques, visières, gel hydroalcoolique, etc. Et donc là, on peut avoir une subvention de 50% de ces investissements. Et la subvention, elle peut être comprise entre 500 et 5 000 euros. Et donc là, la demande, elle se fait sur le site, sur votre espace net entreprise via votre compte ATMP. Donc, vous devez fournir les factures et on a jusqu'à la fin de l'année pour le faire. De mémoire, quand on n'a que des dépenses de masques, visières et gel hydroalcoolique, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir des autres dépenses. On avait déjà eu cette subvention sur le premier confinement. Ça avait été mis en place, je pense, au mois de juillet. Nous, on a fait des demandes et on a eu comme retour que les fonds étaient épuisés. Donc, on va voir si là, ça fonctionne. Mais donc, d'ores et déjà, si vous avez ce type de dépenses, je pense que là, en l'occurrence, il faut le premier servi. Donc, il faut faire les démarches le plus vite possible puisque c'est pas sans fonds, manifestement. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire là sur les différents dispositifs. Donc, des dispositifs sociaux, des dispositifs financiers, des allègements et des étalements de cotisations fiscales. Ce qu'on n'a pas précisé dans le document, c'est qu'on peut toujours solliciter les banques, mais ça nécessite leur accord sur des reports de paiement d'emprunt quand on est en difficulté. Les banques, elles s'étaient engagées à reporter les emprunts sur une durée de 6 mois. Donc, si vous ne l'avez pas fait, ça peut encore être fait. On a dans les lois de finances, en complément de ces dispositifs, et là, de la même façon, on ne les a pas mis dans le support parce que ce n'est plus tout à fait le thème, mais il y a des incitations, à l'embauche qui sont faits notamment dans le cadre des contrats en alternance. Vous avez des aides qui peuvent aller jusqu'à 8 000 € et sur les embauches de salariés de moins de 26 ans. Donc, si vous êtes dans ces cas-là,
sachez qu'il y a des aides qui sont assez significatives. Donc, sur le recrutement. Et ensuite, donc là, on ne l'a pas mis non plus dans le slide parce qu'on ne couvre pas uniquement la région PACA. Il faut savoir que les régions mettent en place des dispositifs locaux. Donc, on peut aussi, en fonction… alors, c'est essentiellement quand même des prêts. Hein. C'est essentiellement des prêts qui sont mis en place. À l'exception là, de prévention Covid, par exemple, c'est un prêt régional, ça. On a le cas, par exemple, de clients qui sont dans l'agglomération lilloise. Dans l'agglomération lilloise, la région a mis en place, par exemple, une aide pour les stations-service. Voilà, donc il y a des aides spécifiques qui sont, c'est pas du tout homogène dans chaque région. Il faut aller regarder s'il y a des aides complémentaires qui peuvent être mises en place. Mais les principales, donc les gros outils, hein, ce qu'il faut avoir en tête, c'est aujourd'hui, c'est chômage partiel, PGE, fonds de solidarité et, quand on peut, l'aide pour les TNS. Voilà, ça, c'est les gros outils à notre disposition. Après, les plans d'étalement peuvent être mis en place, bien évidemment. Il faut savoir qu'il y a tout un écosystème qui est aussi qui a vocation à aider les entreprises. Ce sont les administrateurs judiciaires. Ils peuvent intervenir de manière confidentielle dans des mandats ad hoc, par exemple. Donc, ce ne sont pas des procédures officielles, mais quand on est vraiment dans des difficultés sérieuses, sans être dans des états de cessation de paiement, on peut se mettre sous la protection donc on sollicite le tribunal de commerce et on se met sous la protection d'un administrateur judiciaire qui va mener des négociations pour vous, parce qu'avec sa casquette d'administrateur judiciaire, on a plus de chances d'avoir gain de cause, donc il va mener des discussions avec les banques, avec vos fournisseurs, avec l'ensemble de vos créanciers pour trouver des solutions et pour rester debout pendant cette crise. Voilà, donc on a essayé de vous donner un éventail assez large. On vous commande pas les annonces qui ont été faites hier parce que on n'a pas de précision. Il y a quand même, en termes d'aide, ce qui a été annoncé quand même, c'est pour les activités restant fermées, parce que malheureusement, on a donc les activités de restauration, bar, un certain nombre d'activités qui vont rester fermées, les stations de ski, jusqu'au 20 janvier, si tout se passe bien. Et donc là, ils ont annoncé qu'il y aurait une aide qui pourrait être à hauteur de 20% du chiffre d'affaires 2019, si ce montant était supérieur à l'aide de 10 000 euros. Hein, donc, après, le diable se cachant dans les détails, on attend les textes, mais c'est ce qui a été annoncé hier par le président. Voilà, donc on est à votre disposition. On a répondu à quelques questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis, si on a du cas par cas à faire, de la même façon, entrez en contact avec nous. On peut vous envoyer ce document. L'idée, ça a été de resynthétiser un peu ce qu'on vous envoie, parce que comme ça n'arrête pas d'évoluer, on fait des mises à jour par mail. Mais ça peut être bien à un moment donné d'avoir un document qui centralise les principaux dispositifs. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. On le complétera bien sûr avec les évolutions législatives et réglementaires qui vont avoir lieu dans les prochains jours.